Nous sommes avec Catherine Rocher-Paris, qui est la directrice du PGI, le pôle de gérontologie et d'innovation. Bonjour Catherine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter le PGI? Alors, moi, je suis directrice du pôle de gérontologie et d'innovation en Bourgogne-Franche-Comté. J'ai personnellement un parcours de fonction de direction dans les milieux associatifs, toujours sur des sujets de société. D'accord. Le PGI, pour le présenter, je vais m'autoriser à reprendre un titre d'un article des Échos qui est paru il y a 2 ans sur le PGI et qui a titré « Un pôle de gérontologie facilitateur d'innovation pour tout son écosystème ». Et je trouve que ça résume assez bien qui on est et ce qu'on fait. On est une association de personnes morales, on a une finalité, je pense que c'est important de la citer, elle est inscrite dans nos statuts, c'est de contribuer à la qualité de vie des personnes âgées par la promotion de la recherche et de l'innovation avec une approche transverse du vieillissement et par le développement des synergies et de la coordination des acteurs. D'accord. Vous pouvez donner des exemples de projets actuels ou passés pour qu'on ait une bonne Oui, idée? alors le PGI, alors même si l'aventure a vraiment démarré en Bourgogne-Franche-Comté en 2002 avec l'Institut régional du vieillissement, le PGI fête ses 10 ans aujourd'hui. Et parmi les actions dont on s'est dit on pourrait raconter l'histoire parce que c'est une belle histoire, il y a par exemple l'aventure qu'on appelle l'aventure Fragir. Donc là, c'est tout un travail qui a été conduit sur les fragilités dans l'avancée en âge, donc le vieillissement fragile, avec un programme de recherche qui a permis de créer une grille de repérage des fragilités, grille qui a été intégrée en tant qu'outil scientifique à l'outil d'évaluation en France des caisses de retraite du régime général, parce que notre intérêt à nous, c'est que ce soit toujours de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'elle fasse bouger les lignes. Est né de Fragir une formation de l'ensemble des évaluateurs de besoins d'aide à domicile en France, un diplôme universitaire. On a en ce moment une cohorte Fragir qui est en cours pour démontrer que cette grille peut permettre de prédire le basculement dans la dépendance, etc. Et donc ça, c'est un travail sur les fragilités qui a commencé en 2013 et qui se poursuit encore avec à chaque fois des dimensions nouvelles. D'accord. Et cette fois, la formation qui en est issue ou qui la développe, qui la pousse, est accessible à tous les professionnels de France ou uniquement Oui, donc là, du coup, Fragir a été soutenu dès le départ par les caisses de retraite au plan national, donc la CNAV, la CCMSA et aujourd'hui la Sécurité sociale des indépendants, ce qui fait que ça, quand ça a fait ses preuves, bien entendu, ça a permis tout de suite de décliner à l'échelle de la France entière toutes les retombées de Fragir possibles, y compris en formation des professionnels. D'accord. Un autre exemple de projet, peut-être plus sur les entreprises, peut-être, ou sur l'innovation. Oui. Alors, un autre exemple de projet aujourd'hui, c'est la thématique de l'habitat, de l'adaptation de l'habitat dans l'avancée en âge. Alors, c'est la thématique dont tout le monde s'empare, bien entendu, hein, ce n'est pas extraordinaire. Au PGI, cette thématique, elle est transverse. On conduit différents types d'actions. Et donc, aujourd'hui, sur la thématique de l'habitat, par exemple, on a un programme de recherche qui est en cours, qui s'appelle GEOD, donc un programme important, pluridisciplinaire, qui coordonne, qui réunit des acteurs scientifiques et non scientifiques. Donc, on a par exemple parmi les non scientifiques de ce programme de recherche, les bailleurs sociaux, des promoteurs et des gestionnaires d'habitat dits intermédiaires innovants. On a également des startups, des entreprises de solutions domotiques ou une startup comme Papirapi qui est membre du PGI, qui est, on va dire, une plateforme de sélection, d'aide à la sélection d'hébergements collectifs. Donc ça, c'est un type d'action qui permet de soutenir aussi les acteurs économiques dans le développement de leurs innovations. Dans l'action, il se passe quoi? C'est dans ce projet-là, Géode, il se passe quoi? Il y a de la recherche, ça aboutit à de l'innovation, ça travaille, c'est pour les entreprises, comment ça fonctionne? Alors, c'est un programme qui part d'une hypothèse, c'est que pour accompagner le vieillissement et permettre aux gens de rester chez eux malgré les très grandes dépendances, donc une alternative à l'EHPAD, on a besoin d'innovation à la fois sociale, de l'habitat, donc les relations sociales, l'intergénérationnel, et d'innovation technologique. Et donc, c'est vraiment sur la partie d'innovation à la fois sociale d'ailleurs, hein, sur les aménageurs et les bailleurs, et technologique sur l'adaptation de l'habitat, que sont intégrés des acteurs économiques avec nous et que petit à petit, on les accompagne en observant et en validant différents types d'innovations qui sont ensuite intégrés à ce que ce programme de recherche va livrer sur le plan opérationnel, c'est-à-dire des référentiels d'innovation probantes dans l'habitat adapté au vieillissement, y compris à la grande dépendance.
Et donc, on peut aboutir à des nouveaux types de logements, j'imagine, nouveaux types Complètement, exactement. par exemple, la colocation ou d'autres Oui, petites structures, tout à l'adaptation fait. des logements, j'imagine, Oui, également. et le développement de solutions pour adapter ces logements. Exactement. Solutions également donc technologiques, domotiques, numériques, diverses, qui posent beaucoup de questions aux acteurs. Et l'intérêt du PGI, c'est qu'on regroupe l'ensemble de l'écosystème de la gérontologie et du vieillissement en région. Donc, toutes ces questions sont posées d'emblée entre tous ces acteurs qui sont partie prenante. D'accord. Des acteurs qui nous écouteraient dans l'habitat peuvent vous rejoindre ou le projet est déjà en cours? Alors, le projet est lancé, mais le principe de la méthode projet, c'est qu'on élargit la communauté de nos acteurs chaque fois que c'est pertinent. Donc, bien sûr, on est à l'écoute et on est intéressé par tous les acteurs qui pourraient vouloir nous rejoindre. Et ensuite, on discute et on voit quel intérêt eux peuvent y trouver et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme contribution aux autres pour que collectivement, l'ensemble des acteurs fassent bouger les lignes. Vous pouvez donner un exemple de finalité de ce que vous avez trouvé dans Géode? Alors, on est par exemple aujourd'hui beaucoup sur… Alors, ça peut être des thèmes extrêmement pointus. Il y a un thème de prévention primaire qui ne trouve pas de solution en France, qui est le thème de la chute des personnes âgées au domicile. C'est un problème de santé publique, les chutes sont très nombreuses et toutes les politiques de sensibilisation ou même finalement les accompagnements n'ont pas réellement d'impact avéré. Donc, ce thème-là, il est traité dans Géode, alors à travers évidemment plein d'entrées, dont une qui est finalement le problème de la chute, c'est souvent le temps d'intervention Oui. qui fait suite à cette chute. Donc, on travaille aujourd'hui avec toute une communauté d'acteurs à l'international qui est née d'une réflexion dans Géode autour d'une appli qui permettrait la réactivité solidaire de voisinage, etc., la bonne intervention, l'implication des professionnels de santé, tout ce qu'il faut pour que la réaction soit rapide et efficace et préviennent finalement tous les désagréments et tous les effets délétères d'une chute où on reste trop longtemps au sol. Ce sujet peut intéresser également les téléassisteurs qui veulent faire des levées de doute ou qui veulent intervenir plus rapidement. Complètement. Oui, il y en a plusieurs qui sont déjà partenaires du projet. Comment ça fonctionne? Donc, c'est plusieurs acteurs en fait, qui se regroupent, ils travaillent sur le même sujet. Et à la fin, chaque acteur peut prendre tout ce qu'il veut dans le projet, dans toutes les connaissances, il peut prendre et développer enfin, continuer seul, enfin, son propre business, j'allais dire. Oui. Ou est-ce qu'il y a des règles quand même à suivre dans le sens qu'il ne peut pas prendre. C'est très, très variable selon les actions qu'on conduit. En ce moment, par exemple, en 2020, alors c'est une année compliquée pour tout le monde, on a 15 projets innovants qui sont en cours. Chacun a ses modalités, c'est-à-dire que tout est discuté en amont. Nous, ce qu'on fait, donc l'équipe salariée du PGI, c'est que on valide une proposition, une idée, un besoin, un problème repéré. On le valide avec une communauté d'acteurs qui doit être présente toujours. Donc, c'est important parce que c'est de ce schéma-là que naissent les modalités que vous évoquez. Donc, on doit toujours avoir autour de la table, évidemment, les bénéficiaires finaux. Donc, on a au PGI des représentants de personnes âgées, de retraités, de patients, d'aidants, etc. On doit avoir les chercheurs. Ça, c'est un fondement extrêmement important au PGI. La recherche est vraiment en filigrane tout le temps. On a besoin des acteurs économiques. C'est un des enjeux aussi, c'est le développement économique et la silver economy. On a besoin autour de la table des acteurs de la santé, alors qui peuvent être des acteurs sanitaires, médico-sociaux, sociaux, selon le projet. Et on a besoin d'emblée, dès le départ, dès la conception, des décideurs et des financeurs. Ça nous garantit que cette communauté d'acteurs va avoir un pouvoir sur le fait que cette action, si elle est démontrée probante, intéressante, validée, aura un impact réel, va faire changer les choses. Et du coup, c'est dans cette communauté d'acteurs que se négocie tout ce que vous évoquez là. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Jusqu'où on va? Quelles sont les questions de propriété intellectuelle? Qui paye quoi? Qui prend quoi? Qui apporte quoi? Et tout est variable selon les projets qui sont conduits. J'imagine que démarrer un tel projet, ça prend du temps. Je veux dire, regrouper les différents acteurs, retrouver les financements, se mettre d'accord. J'imagine que ça prend plusieurs. Alors, ça prend du temps. En même temps, au PGI, finalement, on est aussi un accélérateur. C'est ce que nous disent les membres, parce que le réseau est là. C'est-à-dire que c'est 56 acteurs qui sont là. Alors, on a tout type d'acteurs. On a
des collectivités, l'Agence régionale de santé, on a les gestionnaires et les fédérations d'établissements et de services, on a les acteurs économiques, les agences de développement, les startups, les grands groupes, on a les usagers, etc. Tout le monde est là, on a les caisses de retraite, les groupes complémentaires. Donc, ce qui fait que lorsqu'une idée émerge, très rapidement, on va aller prendre le pouls et on va voir si ça peut devenir un projet. Et ça va très, très vite au PGI, y compris pour aller ensuite mobiliser des partenaires d'expérimentation à travers toute la région parce que les fédérations, les têtes de réseau sont au PGI et qu'elles vont passer le relais, etc. Donc ça va assez vite. Après, on a aussi des contextes qui font que parfois, on va travailler sur le long terme et c'est un choix. Et parfois, on va devoir aller très vite et c'est un choix aussi. Par exemple, en sortie de confinement, on a été interpellé parce que dans le contexte Covid, certains de nos membres et partenaires avaient besoin de nous. Les services d'aide à domicile, parce qu'elles voulaient reprendre l'activité en formant leur personnel à repérer des fragilités chez les personnes âgées qui auraient pu être aggravées par le confinement. Et les EHPAD en nous disant « aidez-nous à déconfiner, aidez-nous à retrouver le souffle en région ». Donc, on peut aller très, très vite. Et donc là, ça veut dire qu'en méthode projet, on va peut-être faire un peu moins dans la dentelle en méthodologie, comme on peut prendre le temps. Mais effectivement, ce temps quand même de la concertation, il est nécessaire et donc il doit être financé. Et donc, c'est aussi ce que moi, je défends auprès de nos partenaires financeurs, c'est qu'on est à 90% financé sur projet, mais qu'il nous faut ces 10% de financement de la structure et de ce temps-là de l'intelligence collective. D'accord. Les financeurs, c'est qui? C'est des caisses de retraite? C'est qui? Alors, c'est variable aussi en fonction des projets. Les financeurs de la structure, ceux qui choisissent de pérenniser le PGI, ce sont l'Agence régionale de santé, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté pour le volet développement économique, et puis Dijon Métropole, Besançon Métropole et Ville de Dijon, Ville de Besançon depuis l'origine, et un département qui est le département du Doubs, qui est là depuis toujours. Après, on a sur les financements de projets beaucoup de financeurs, mais effectivement une grande part quand même de financement qui vient des caisses de retraite, de l'Agence régionale de santé, et puis ensuite des financeurs de la recherche, de fondations, etc. D'accord. Qui initie les idées de travaux? Tout le monde. Ça peut être des membres de l'équipe salariée, parce que nous, on a un gros travail quotidien de veille et d'analyse. Donc, ça nous permet aussi d'aller repérer des opportunités et d'aller proposer des choses. Ça peut être n'importe quel membre adhérent, n'importe quel représentant de membres adhérents. Ça peut être des scientifiques de notre conseil scientifique, ça peut être des usagers, ça peut être une commune qui n'est pas forcément membre. En 2019, par exemple, on a fait notre AG il n'y a pas longtemps. On a eu 103 partenaires de nos projets. Donc, on a 56 membres, mais on avait bien 103 acteurs qui faisaient partie des projets. Donc, on peut être interpellé par tout acteur. Alors, souvent, ça vient de la Bourgogne-Franche-Comté parce que c'est là qu'on est présent, qu'on est un gérontopôle régional. Ça peut aussi venir d'un autre acteur, y compris parfois à l'international. C'est assez variable. Et après, de cette sollicitation, on fait quelque chose au PGI ou on peut aussi orienter vers un autre acteur, vers un autre lieu où l'idée aura plus de pertinence en fonction de ce qui existe déjà ailleurs. Donc, si moi je suis une entreprise qui voudrait tester, par exemple, la téléassistance plus l'habitat, ou la montée d'informations, on va dire sur la santé connectée, puisque ce temps je parlais de santé connectée, je peux venir vous voir pour essayer de monter un groupe d'acteurs pour travailler sur ce sujet en question, ou est-ce que je dois déjà venir avec des acteurs puis il est déjà pré-mâché entre guillemets, en fait, c'est pour vous aider dans la tâche? C'est ça l'intérêt du PGI, c'est qu'on peut venir avec un projet, une envie, une idée. Nous, ce qu'on apporte, c'est le réseau d'acteurs qui est déjà là, la méthodologie, alors à laquelle il faut que les personnes adhèrent. Et puis, on a quand même une charte de l'adhérent qui est sur notre site internet et qui doit être comprise et acceptée aussi par les acteurs qui viennent vers le PGI et qui jouent le jeu du collectif. Et après, eh bien, en fait, l'acteur en question, on va pouvoir l'accompagner à un moment donné de son projet. On va pouvoir surtout lui permettre d'intégrer des projets plus globaux qui sont portés par… Parce que le PGI a vraiment une volonté d'approche 360 de toutes les thématiques, donc à trouver sa place dans un réseau d'acteurs. Et puis, on va pouvoir parfois faire un tout petit bout de chemin avec un acteur parce qu'on va lui ouvrir les portes de terrains d'expérimentation, de réalisation de preuves de concept, de validation scientifique d'allégations de santé. Tout ça est possible à condition qu'on ait passé quelques étapes de
discussion ensemble sur l'approche éthique, sur voilà. Les projets vont jusqu'où? Là, vous venez de parler d'expérimentation. Est-ce que je peux arriver avec une idée? Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent avec une idée, débouchent sur une solution validée peut-être scientifiquement et après un test, expérimentation sur le territoire? Est-ce que vous allez jusqu'où vous allez? Alors oui, on fait donc toutes ces étapes-là sont possibles au sein du PGI. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que quand on fait ça, c'est parce qu'on a une autre idée en tête. Enfin, on vise l'impact toujours. Donc tout ce qui est fait au PGI, alors on a une gouvernance évidemment, un conseil d'administration, un bureau et des instances consultatives régionales. Ce qu'on vise, c'est toujours l'impact, c'est-à-dire que ça veut dire que si on accompagne, par exemple, vous évoquiez des acteurs de téléassistance ou d'objets connectés en santé, c'est parce qu'on sait que dans notre communauté d'acteurs, les CHU, les bailleurs sociaux, les résidences autonomie, les EHPAD, etc., souhaitent ces évolutions-là, que les financeurs et les décideurs sont prêts à réfléchir, à faire évoluer les forfaits de financement et que ces démonstrations vont permettre de dire, bah oui, on va intégrer un pack domotique définitivement dans les financements de caisses de retraite auprès du parc social pour les personnes âgées. Oui, on va intégrer définitivement des subventions d'investissement aux EHPAD pour des innovations technologiques, etc., etc. Après, l'acteur industriel en question, sa solution pourra se trouver aux côtés d'autres au PGI. C'est-à-dire que nous, on ne va pas forcément porter un développement commercial. Il y a d'autres acteurs qui le font très, très bien. Et on a, par exemple, des startups qui sont à la fois adhérentes du PGI et de Silver Valley. Et c'est très complémentaire aussi dans la démarche de changement d'échelle et de modèle économique. J'ai davantage travaillé avec Silver Valley, par exemple, qu'avec nous. D'accord. Comment est-ce qu'un pôle comme le PGI se positionne par rapport à un cabinet de conseil? Alors, nous ne sommes pas un cabinet conseil. On a une équipe salariée qui accompagne en conduite de projet, qui accompagne en mobilisation de ressources humaines, techniques, financières, etc. On a une équipe salariée qui réalise des études, des recherches documentaires, des états de l'art, qui participe à des colloques, etc. Donc oui, on pourrait dire qu'une partie de notre activité est celle d'un bureau d'études, comme une partie de notre activité est celle d'une structure d'animation, comme une partie de notre activité est celle d'une université, etc. Donc finalement, on n'est pas un bureau d'études parce que notre objectif, ce n'est pas de réaliser des études pour produire des livrables. On le fait, et on le fait avec beaucoup de conscience professionnelle et beaucoup d'exigences qualitatives. C'est une super équipe, je suis ravie de diriger ce pôle-là pour ça aussi. Mais on le fait au service toujours d'un projet, voilà, comme je vous le disais, plus global et de l'impact auquel ces études vont pouvoir contribuer. Et si je comprends, par exemple, un acteur privé qui vient vers vous pour proposer une idée, il a quand même l'idée de partager cette idée, quoi. Oui, alors… il ne peut pas arriver en disant je veux travailler avec vous, il faudrait que vous m'aidiez, mais ça reste confidentiel. Ça dépend. Ça peut rester confidentiel pendant un certain temps et on se met d'accord. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu un acteur industriel qui avait besoin de valider une allégation de santé d'un produit innovant en sport santé. Donc, nous, notre travail a été vraiment très, très rapidement de le mettre en relation avec le bon labo, de faire, nous, toutes les démarches CNIL, CPP, etc. et de mobiliser des seniors qui acceptaient de tester, enfin bref, tout ça. Et donc, les résultats lui appartiennent et lui appartiennent tant que son développement commercial est en jeu. Et après, effectivement, on rediscutera de la mise en commun de choses qui peuvent être au service de la démonstration que l'activité physique adaptée a des vertus pour prévenir les fragilités du vieillissement, pour les rendre réversibles, par exemple. Quand on s'est parlé au moment d'envisager cette interview, on avait parlé de la start-up Papirapi que j'ai déjà citée. On a réalisé pour eux une étude pour soutenir leur développement, clairement, y compris à l'international. Les résultats leur appartiennent, mais on a discuté aussi de l'intérêt finalement de partager une partie des résultats, et c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont mis ça en open source. Donc ça, on trouve que c'est très, très intéressant quand c'est possible. Mais on comprend qu'il puisse y avoir des périodes de confidentialité et on les respecte. D'accord. Avec votre recul, pour les prochaines années ou les prochains mois, vous avez des préférences, vous avez des thématiques sur lesquelles vous recherchez des projets?
Ouais, les prochains mois, comme tout le monde, ils sont un peu incertains. Mais en gros, aujourd'hui, on a quand même 3 grandes thématiques transverses. Celle des fragilités que j'évoquais tout à l'heure, donc les fragilités et du coup la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc ça aussi, c'est dans l'air du temps, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Donc on travaille vraiment sur cette approche-là à travers pas mal d'actions différentes. On a toujours ce thème de l'habitat qui est essentiel. L'habitat, pas au sens du logement, hein, vraiment du logement et de tout son environnement, favorable à une société de tous les âges, en fait, à une société inclusive. On travaille de plus en plus sur nos actions, par exemple en partenariat avec des acteurs du champ du handicap, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se rejoignent aussi. Quand on parle des fragilités, on a par exemple tout l'enjeu d'exclusion numérique. Alors, en contexte Covid, par exemple. Donc là, on travaille sur ce sujet-là et on travaille avec les acteurs du handicap en région, soutenus par le Conseil régional. Donc, on a les fragilités, bien sûr, c'est évident, la volonté d'un vieillissement en bonne santé. On a l'habitat et puis on a le thème des aidants, alors qui n'est pas propre aux acteurs de la gérontologie comme nous, mais qui concerne un grand nombre des personnes auxquelles on s'adresse, de nos bénéficiaires finaux, soit parce qu'ils sont aidants, soit parce qu'ils sont aidés. Et ça, c'est aussi un thème très, très important qui nous mobilise beaucoup et qui va continuer à nous mobiliser. D'accord. Est-ce que les projets doivent être obligatoirement innovants? C'est-à-dire qu'en fait, si moi, par exemple, j'ai un projet de développement d'une copine, enfin d'une résidence service senior. Est-ce que vous allez me dire, OK, ben, on peut travailler ensemble sur ce sujet-là, même si ça a déjà été fait 100 fois, ou est-ce que vous allez me dire, oui, mais c'est pas assez innovant, donc en fait, c'est pas trop notre champ d'intervention? Eh bien, on va d'abord discuter. Là, par exemple, actuellement, on travaille avec un acteur qui a fait sortir de terre une résidence senior privée avec un modèle particulier. Donc, on s'y est intéressé d'abord parce qu'il a candidaté dans le cadre de Viva Lab, donc ce pôle qui soutient la Silver Autonomie, dont on est animateur et sourceur en région sur délégation de la CARSAT. Du coup, c'est intéressant parce que les porteurs de projets s'adressent à nous. On a vu tout l'intérêt parce que du coup, cette résidence, on la trouve en tout cas site d'intérêt pour nous parce qu'elle permet de combiner une approche de la transition démographique, ok, l'habitat des seniors, de la transition environnementale parce qu'elle est très intéressante sur le plan des choix d'architecture, ossature bois, etc., consommation énergétique, et parce qu'elle est également intéressante sur le plan de la transition numérique puisqu'elle intègre, elle se veut aussi un démonstrateur de toutes les innovations numériques. Elle a une salle de télémédecine qui sera au service des seniors de la commune, c'est en milieu rural, enfin plein de choses nous intéressent. Donc là, on n'a pas dit les résidences privées pour seniors, ça existe déjà. Oui, bien sûr que ça existe déjà. On a dit celle-ci peut nous intéresser pour telle chose. Et du coup, ce qu'on a fait avec cet acteur-là, c'est qu'on lui a proposé d'avoir plutôt une approche du territoire, du bassin de vie, avec la commune, avec lui, avec un EHPAD du secteur qu'on connaît très bien, que j'ai appelé pour voir si ça les intéressait, avec les services d'aide à domicile ou de soins à domicile qui interviennent, et de travailler plutôt un projet de territoire au sein duquel sa résidence aura une place très particulière d'opportunité d'innover, d'opportunité de se poser les bonnes questions et d'agir pour toute la population. D'accord. Autre question, est-ce que ça vous arrive qu'un projet démarre et que vous êtes amené à dire, écoutez, votre projet, il n'y a pas d'avenir ou le marché est beaucoup plus petit que ce que vous avez pensé au démarrage? Alors, c'est ce que je vous disais. Sur l'aspect modèle économique, changement d'échelle économique, etc., ce n'est pas forcément l'équipe salariée du PGI qui est la mieux placée. Donc, on travaille et on a parmi nos membres l'agence économique régionale, le pôle des microtechniques et son incubateur, etc. Donc là, on va très, très vite, en fonction, on va dire, du palier de la chaîne d'innovation, on va très, très vite les mettre en contact avec ces acteurs-là et pour qu'ils travaillent tout ça avec d'autres acteurs. Comme je vous le disais, nous, on s'intéresse à des types de solutions. On ne va pas forcément être capable de dire pour celle-ci, il y a un marché, pour celle-ci, il n'y en a pas. Par contre, on va pouvoir discuter de tout ce qu'ils doivent prendre en considération pour ne pas se tromper et de la manière dont ils doivent travailler pour ne pas se tromper. Par exemple, quand on entend parler de panels ou de tests, on lève la main pour dire attention, la co-conception, par exemple, ça paraît évident pour vous comme pour moi, mais il y a encore des acteurs qui l'oublient et qui arrivent avec un prototype qui est déjà quasi finalisé, alors qu'ils n'ont encore jamais parlé à un bénéficiaire final qu'ils envisagent, quoi. Il y a ce sujet-là, après il y en a aussi un autre que je vois, c'est
Donc attention à ça, c'est le produit est co-créé ou testé sur des seniors qui ne sont pas utilisateurs. C'est ça. Ben oui. Et ça, je trouve que c'est l'erreur la plus courante qu'il y a actuelle. En fait, on prend des seniors au hasard dans la rue, le copain, la copine, ils vont donner leur avis, hein, comme moi je peux donner l'avis d'une voiture, la couleur d'une fusée que je voudrais avoir, alors je ne peux pas utiliser la fusée. Et au final, en fait, c'est pas bon parce que c'est des gens non concernés par l'achat d'un produit qui vont donner leur avis et qui vont créer le produit. Oui, donc nous, au PGI, c'est vrai que par exemple, quand on en est à des tests et à des recherches de retour d'usage, ben, on va tout de suite mobiliser notre réseau et on va pouvoir aller vers les personnes âgées qui sont potentiellement utilisatrices. Alors, ça peut être au domicile, ça peut être en établissement, ça peut être, peu importe. En fait, on sait qu'on va pouvoir très vite aller vers ces bénéficiaires visés parce que ce réseau PGI le permet très rapidement, à partir du moment où la communauté d'acteurs se met d'accord sur l'intérêt d'investiguer une question. Mais aujourd'hui, il y en a encore énormément à investiguer dans le champ du vieillissement. Bien sûr. Autre question que j'avais, c'est avec le recul que vous avez, quels sont les sujets qui sont les plus porteurs ou les plus demandés à l'heure actuelle? Alors, il y a le gros sujet quand même de la télémédecine. Alors, c'est très spécifique et en même temps, ça répond vraiment à des enjeux d'accompagnement de la santé des personnes âgées, de réponse à la désertification médicale des zones rurales. Alors nous, dans notre région, mais comme dans beaucoup d'autres, il y a des territoires qui sont fortement concernés. Donc ça, c'est un sujet, vraiment. Le sujet de l'habitat, clairement, c'est évident, hein, de l'habitat au sens large, hein, c'est-à-dire, alors, il se trouve que le réseau francophone Ville Amie des aînés, son secrétariat général est à Dijon, donc on se voit souvent, on se connaît bien, on est dans la même région. Et donc, les thématiques qui sont travaillées par le réseau francophone Ville Amie des aînés sont toutes aujourd'hui d'actualité, c'est évident, doivent toutes être traitées. La question de la mobilité, la question parce qu'on en parlait, hein, du numérique, de l'accès aux droits. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que la manière dont on va aider les personnes âgées, y compris avec des déficiences, des pathologies liées à l'âge, hein, je veux dire des déficiences sensorielles ou cognitives, à pouvoir faire leur démarche en ligne pour ne pas perdre l'accès à leurs droits, c'est un énorme sujet. Donc nous, on travaille justement avec le champ du handicap pour à la fois faire connaître les matériels, les logiciels qui permettent quand même d'utiliser l'informatique et Internet malgré les pathologies de grand âge ou malgré certains handicaps. On travaille avec des acteurs qui permettent, ben voilà, ils sont connus aussi, hein, d'avoir des matériels simplifiés et on travaille toute la dimension nécessaire de médiateurs numériques, d'aidants numériques qui doivent de plus en plus être présents partout sur les territoires, que ce soit dans l'environnement de la personne ou chez les acteurs publics ou privés d'accompagnement. Donc, ça fait aussi évoluer la réflexion sur les métiers. Par exemple, les métiers de l'aide à domicile. Ce sujet-là de l'accès aux droits qui ne passe plus que par les démarches en ligne, en fait. Sujet très, très vaste. Beaucoup de sujets très vastes. Un mot de conclusion. Alors, un mot de conclusion. Je pense quand même qu'il faut dire que le PGI est l'un des gérontopoles régionaux de France. Un des premiers créés, mais aujourd'hui, il y en a presque dans toutes les régions administratives. Donc, on a des ressemblances, bien sûr. On a aussi des spécificités selon nos territoires. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à de plus en plus échanger entre directeurs et directrices de gérontopoles régionaux. Et il y a des sujets du rapport Libault et de cette loi grand âge d'autonomie qu'on attend, mais qui arrivera, qui nous intéressent fortement, auxquels on souhaite contribuer. Et un mot de conclusion, c'est que franchement, je pense que le succès des projets innovants au PGI, il repose en très, très grande partie sur la capacité de l'acteur PGI en tant que réseau, c'est-à-dire de la capacité à lier ensemble des acteurs très hétérogènes a priori. Oui, moi je trouve que c'est là l'une des grosses forces, c'est que le réseau existe. Exactement. Et créer le réseau. Merci Catherine Rocher-Paris, directrice du pôle de gérontologie et d'innovation. Merci beaucoup. Merci à vous.